Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue après ça à Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu World of Warcraft Wrath of the Lich King, le tout nouveau jeu dans la gamme Pandémie. C'est un jeu qui a été édité en 2021 chez Z-Man Game et qui est distribué au Canada par Asmodée Canada. On doit d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Justin Kaipainen, Alexander Ortloff et Michael Sanfilippo. Le jeu se joue de 1 à 5 joueurs, on a un mode solo à l'intérieur et les parties vont durer environ une soixantaine de minutes. Le but du jeu sera de vaincre le Lich King lui-même, donc on devra aller faire des quêtes sur le plateau pour pouvoir avoir accès à la citadelle de la couronne de glace pour pouvoir aller le combattre et si on réussit à le vaincre, on va gagner la partie. Comme tous les autres pandémies, c'est un jeu coopératif avec un système de points d'action, une gestion de main de carte. On va incarner un personnage, dans ce cas-ci, on va incarner les personnages, les héros de la Horde et de l'Alliance qui vont travailler ensemble pour vaincre le Lich King. Chaque héros va avoir deux pouvoirs, un pouvoir passif, un pouvoir qui va utiliser une action, qui va être différent pour chacun. Et la grosse différence dans celui-là, c'est qu'on va avoir des lancers de dés pour résoudre les actions, donc les combats, pour aller faire avancer les quêtes aussi sur le plateau. Donc c'est un jeu de pandémie, mais avec des dés pour résoudre nos actions. Alors, Wrath of the Lich King, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est le premier lundi du mois, on va lancer notre concours du lundi pour le mois de mars 2022, dans lequel vous pourriez gagner une copie de World of Warcraft Wrath of the Lich King. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau au milieu de la table. On va placer sur celui-ci le marqueur de désespoir dans le haut de la piste de désespoir. On va placer le marqueur fléau complètement à gauche sur la piste du fléau, dans le haut du plateau principal. Et on va aller placer les murs ainsi que la citadelle de la couronne de glace sur sa case respective au centre du plateau au début de la partie. On va placer la carte de la quête de la citadelle de la couronne de glace face cachée et on va la placer sur son emplacement respectif sur le plateau principal. On va mélanger les cartes récompenses et on va en placer une face cachée sur chacun des 3 emplacements de quête du plateau principal, sur l'emplacement rouge, mauve et jaune. Et les autres cartes récompenses ne seront pas utilisées dans la partie et seront remises dans la boîte de jeu. On va ensuite se choisir une carte quête pour chacune des 3 couleurs. On peut les prendre au hasard ou on peut choisir la quête qu'on veut. Donc ici, on va prendre une quête mauve parmi les 3 disponibles. On va la placer face visible sur l'emplacement de quête mauve. On va faire la même chose avec les quêtes rouges. On va en choisir une ici au hasard. Et je vais me choisir une quête jaune aussi que je vais placer sur le plateau principal. Les autres cartes quêtes ne seront pas utilisées et remises dans la boîte de jeu. Sur chacune des cartes quêtes, on va aller placer un marqueur de progression sur l'emplacement de départ de la quête qui est marqué avec une icône de torche. De plus, chaque quête va faire référence à une des villes sur le plateau principal. Donc on va aller placer les marqueurs de quête sur ces villes. Donc la quête rouge va être au Nexus, donc on va placer le jeton de quête. La quête mauve est à Naxxramas et la quête jaune à Ulduar qui est juste ici sur le plateau. À côté du plateau principal, on va former une réserve avec les figurines de Ghoul ainsi qu'une réserve avec les figurines d'Abomination. Et on va placer la figurine du Lich King à côté du plateau pour l'instant. On va mélanger les cartes fléau et on va les placer à côté du plateau vis-à-vis l'endroit de la pioche fléau. On va ensuite retourner la première carte du paquet fléau face visible. Ici, c'est la ville de l'Avalanche. Et on va aller placer 3 figurines de Ghoul sur cette case. Donc, 3 figurines de Ghoul sur l'Avalanche. De plus, on va aller placer le Lich King dans cette région qui correspond à la couleur de cette ville. Donc, on a la région rouge, la région jaune et la région mauve sur le plateau. Comme on a pioché une carte rouge, on va aller placer le Lich King sur son emplacement dans la région rouge. Donc, il va affecter cette
région du plateau au début de la partie et il pourra se déplacer de région en région en cours de celle-ci. On va piocher une seconde carte sur laquelle on va aussi aller placer 3 jetons de goule. Donc ici, c'est le caveau. Donc le caveau qui est sur la région rouge, qui est ici. Donc on va placer aussi 3 figurines de goule. Par la suite, on va retourner la prochaine carte sur laquelle on va aller placer une abomination. Donc à Dalaran, on va aller placer une abomination. Et par la suite, on va retourner 3 autres cartes sur lesquelles on va aller placer 2 ghouls sur chacune des villes. Et pour terminer le placement initial, on va retourner 3 autres cartes sur lesquelles on va placer une ghoul. Donc notre plateau pourrait ressembler à ceci. Une fois qu'on a terminé la propagation de la mise en place, on va avoir 2 emplacements avec 3 ghouls, on va avoir un emplacement avec une abomination, 3 emplacements avec 2 ghouls et 3 emplacements avec une ghoul. Toutes les cartes fléaux qui ont été utilisées pour la propagation dans la mise en place seront laissées dans la défausse à côté du plateau principal. Chaque joueur va se choisir un personnage à incarner parmi les héros de la Horde et de l'Alliance. Donc ici, on va faire une partie avec Muradin et Sylvanas. Chaque joueur va prendre sa fiche personnage ainsi que la figurine qui le représente. On va aussi prendre un curseur qu'on va aller placer sur le chiffre le plus élevé de notre piste de points de vie dans le bas de notre fiche héros. On peut donner à chaque joueur une carte aide de jeu qui énumère les différentes actions qu'on peut faire dans le jeu ainsi que les actions gratuites. On va ensuite mélanger le deck de cartes héros et on va donner pour une partie à 2 joueurs 3 cartes à chaque joueur pour former sa main de départ. Les joueurs vont ensuite retourner leurs cartes héros et vont regarder la ville de départ de leur personnage et vont aller placer leur figurine à cet endroit sur le plateau principal. À côté du plateau principal, on va former une réserve avec les 3 jetons bastions et on va aussi placer les 2 dés de combat. Les joueurs vont ensuite décider de la difficulté de la partie. On va prendre la difficulté normale pour notre exemple. C'est ce qui va nous dicter le nombre de cartes propagation du fléau qu'on va utiliser et en combien de paquets on va diviser le reste de la pioche de cartes héros. Donc dans la partie difficulté normale, on va avoir à utiliser 6 cartes propagation du fléau. On va donc séparer en 6 paquets le reste des cartes héros. Si jamais ça n'arrive pas égal, ce seront les paquets les plus à gauche qui vont avoir plus de cartes. Dans chacun des 6 paquets, on va aller insérer une carte propagation du fléau qui sera mélangée dans chacun de ces paquets. De plus, dans les 3 premiers, on va aussi insérer une carte bastion. Donc, ce seront les cartes qui nous permettront de placer les jetons bastion. On va donc mélanger chacune de ces pioches. Donc, celle qui est à droite va être en dessous. Et par la suite, les autres vont s'empiler les unes par-dessus les autres. Ce qui va former notre pioche de cartes héros pour la partie. Ce sont les cartes que les héros vont pouvoir utiliser pour faire des actions gratuites. Et c'est aussi dans ce paquet qu'on va avoir les cartes de propagation. Et on va placer notre pioche de cartes héros dans le bas du plateau vis-à-vis l'endroit indiqué. Et finalement, on va se choisir un premier joueur. En fait, c'est le dernier joueur qui a voyagé le plus au nord qui sera désigné premier joueur au début de la partie. Une partie de World of Warcraft, Wrath of the Lich King, se joue à tour de rôle. Les joueurs vont exécuter 4 actions à leur tour. Ils pourront prendre des actions pour se déplacer sur le plateau principal. Ils pourront utiliser des actions pour combattre les ennemis, que ce soit les ghouls ou les abominations qui sont sur le plateau. Ils pourront aussi se rendre sur les emplacements associés aux quêtes pour faire l'action partir en quête, ce qui leur permettra d'avancer le marqueur de progression de la quête pour essayer de la terminer. Et ils pourront aussi se promener sur les trajets aériens lorsqu'il y aura des jetons de bastion. Ils pourront aussi prendre des actions pour se reposer et soigner les points de vie de leur héros. À la fin d'un tour de jeu, les joueurs vont piocher 2 cartes héros et par la suite, on va piocher une carte fléau pour faire apparaître une figurine de ghoul sur le plateau principal. Et finalement, les abominations vont s'activer et aller essayer d'attaquer les héros les plus près. On va continuer la partie jusqu'à temps que les joueurs réussissent à terminer les 3 quêtes qui sont sur le plateau principal pour pouvoir déverrouiller la quête finale pour aller affronter le Lich King dans la citadelle de la couronne de glace. Si les joueurs réussissent cette quête finale, ils remporteront la partie. Par contre, tout au long de la partie, différents effets feront diminuer le marqueur de désespoir qui va descendre sur sa piste et s'il arrive au bout de celle-ci, les joueurs vont automatiquement perdre la partie.
Chaque tour de jeu se sépare en 4 phases. La première phase est d'effectuer 4 actions. Donc le joueur actif va effectuer 4 actions. Parmi celles qui sont disponibles dans le jeu, il peut se déplacer, combattre, partir en quête, se reposer. Il pourra aussi utiliser les trajets aériens lorsque les jetons de bastion seront placés sur le plateau principal. Le joueur peut effectuer plusieurs fois la même action s'il le souhaite. Et aussi, chaque héros a une action particulière sur sa carte héros qui lui seul peut utiliser. Donc il peut prendre une de ces 4 actions pour activer l'action spéciale de son héros. Certaines actions spéciales des héros sont limitées à une fois par tour, telles que l'habilité de Sylvanas. Donc ce sera indiqué pour chacun des héros. Regardons maintenant l'effet des différentes actions que les héros peuvent faire à leur tour de jeu. Premièrement, on a l'action de se déplacer. Donc pour une action, un joueur peut se déplacer d'une case en suivant les lignes qui sont sur le plateau principal. Et les mouvements ne sont pas arrêtés par les ennemis. Donc on peut s'en aller même s'il y a des ennemis sur notre case, ou on peut entrer évidemment sur une case qu'il y a des ennemis. Donc pour une action, je pourrais me déplacer ici. Je pourrais prendre ensuite une deuxième action de déplacement pour aller me rendre à l'emplacement de la quête sur Naxxramas, ce qui permettrait ensuite de faire des actions de partir en quête pour l'avancer. Ou je pourrais très bien prendre une action de déplacement et aller sur la case de l'abomination juste à côté de moi pour éventuellement prendre des actions pour la combattre. La seule restriction sur le mouvement en début de partie, c'est qu'on ne peut pas accéder à la citadelle de la couronne de glace tant que les murs sont élevés. On ne peut pas aller sur cette case, donc on ne peut pas suivre les chemins qui sont reliés à celle-ci jusqu'à temps que la quête finale soit déverrouillée. On peut aussi obtenir des actions de déplacement en jouant une carte voyage qui se trouve dans notre main. Tel qu'indiqué sur la carte, c'est une action gratuite. Donc ici, le joueur qui joue cette carte voyage peut donner 2 actions se déplacer à un héros qui est dans sa case, donc soit à lui-même ou à un autre héros qui serait dans la même case que lui, ce qui permettrait à Sylvanas ici de faire 2 actions de déplacement en utilisant l'action gratuite sur sa carte voyage, ce qui lui a permis de faire 2 actions se déplacer sans utiliser aucune de ces 4 actions encore dans son tour de jeu. On retrouve aussi certaines cartes voyage qui, elles, vont plutôt donner 4 actions de déplacement. La deuxième action qu'on peut faire est l'action de combattre. Pour effectuer cette action, un joueur doit être dans une case où il y a des ennemis, donc soit des figurines de Ghoul ou des figurines d'abomination. Et pour initier une action de combattre, on va prendre une de nos 4 actions à notre tour de jeu et on va ensuite lancer les dés de combat et on va regarder les résultats obtenus. Chaque icône de point va nous donner un succès et chaque icône de bouclier va nous donner un point de défense contre la contre-attaque des ennemis. Chaque succès peut infliger 1 point de dégâts à un ennemi. Les figurines de Ghoul ont seulement 1 point de vie chacune, donc je pourrais, avec mes 2 succès, éliminer les 2 figurines de Ghoul si je le veux. Alors que l'abomination, elle, a 3 points de vie, donc on doit lui infliger d'un seul coup 3 points de dégâts pour pouvoir la vaincre. On ne peut pas additionner les points de dégâts d'un tour à l'autre sur l'abomination, on doit effectuer les 3 points de dégâts en une seule attaque. De plus, le joueur actif ainsi que tous les autres joueurs qui se trouvent dans cette case où il y a l'action de combattre peuvent jouer gratuitement des cartes combat de leur main pour pouvoir ajouter des succès à l'attaque du héros. Il n'y a pas de limite de cartes combat qu'on peut jouer, donc si le héros en avait 3 dans sa main, il pourrait jouer les 3 pour s'ajouter des succès. Et même chose avec les autres héros qui sont sur la même case, ils peuvent aussi jouer n'importe quel nombre de cartes combat de leur main pour aider le héros qui est en train de faire l'action de combattre. Ici, Muradin pourrait décider de jouer sa carte de combat qui va ajouter un succès. Donc, il est maintenant un total de 3 succès, ce qui lui permettrait de tuer l'abomination et de la retirer du plateau pour la remettre dans la réserve. Et sa carte combat sera placée dans la défausse de carte héros. Lorsqu'on a terminé notre attaque, on va regarder s'il reste des ennemis sur le plateau dans notre case où on vient de faire l'action de combattre. Et si c'est le cas, chaque ennemi va nous infliger 1 point de dégâts. Donc il reste 2 ghouls. Donc chacune des ghouls va m'infliger 1 point de dégâts. Et de plus, je me trouve dans la même région que le Lich King lui-même. Donc il est dans la région rouge. Et lorsqu'on va recevoir une contre-attaque, il va donner 1 point de dégâts supplémentaire. Donc ça ferait maintenant un total de 1, 2, 3 points de dégâts que mon héros va recevoir. Il va donc diminuer de 3 sur sa piste de points de vie. Par contre, chacun des boucliers qu'il a lancés sur ses dés dans son jet d'attaque va lui enlever 1 point de dégâts. Donc ici, on tomberait à 3 points de dégâts reçus, moins 1 avec le bouclier. Donc il va seulement prendre 2 points de dégâts.
Et comme il a une carte de défense, il pourrait décider de jouer sa carte de défense pour ajouter aussi 2 autres boucliers, ce qui lui permettrait de bloquer les 3 points de dégâts, donc un avec son dé et les 2 avec sa carte, ce qui lui ferait manger aucun point de dégâts, donc il va rester à 8 points de vie. Et ensuite, avec une autre de ces 4 actions, il pourrait décider de continuer à faire des actions de combattre. Et ici, il pourrait lancer les 2 dés. Ici, j'obtiens 2 succès. Je pourrais détruire les 2 goules restantes sur ma case. Comme il n'y a plus d'ennemis, les ennemis ne me font pas de contre-attaque. Par contre, comme je suis toujours dans la région du Lich King, il va me faire 1 point de dégâts à la fin de mon combat. Je n'ai pas roulé de bouclier, donc là, je vais réellement perdre 1 point de vie et je vais tasser le curseur sur ma piste de points de vie. La troisième sorte d'action qu'on peut faire est de partir en quête. Pour faire cette action, on doit être sur un des emplacements où il y a un marqueur de quête sur le plateau principal. Donc ici, on est les 2 héros sur la quête du Nexus. Donc on va essayer de faire avancer le marqueur de progression sur celle-ci pour tenter de la terminer. Disons que c'est Muradin qui fait l'action de partir en quête. Il va donc prendre les 2 dés et il va les lancer pour tenter d'obtenir le plus de succès possible. Donc chaque point, encore une fois, va nous donner un succès. Donc ici, j'ai 2 succès sur mon jet de dés. De plus, chaque joueur peut contribuer en montrant une carte de sa main qui correspond à un symbole qu'on a besoin pour faire avancer le marqueur de progression sur la quête. Donc ici, on voit que les 3 premiers symboles sont des symboles de voyage. Ensuite, on a des symboles de combat, de soins, de défense, de voyage et finalement de combat pour se rendre jusqu'au bout de la quête. Par contre, Muradin possède une habilité que lorsqu'il part en quête avec une de ses actions, il peut montrer 2 cartes au lieu d'une pour pouvoir faire progresser le marqueur d'avantage. Comme Sylvanas est sur la même case, elle peut, elle, montrer une des cartes de sa main pour son symbole pour faire progresser la quête. Les joueurs ne dépensent pas ces cartes, ils ont seulement besoin de montrer le symbole pour faire progresser la quête. Ils vont conserver ces cartes dans leurs mains. De plus, chaque succès obtenu sur le jet de dés va aussi faire progresser le marqueur de quête d'une case et on peut les utiliser dans l'ordre qu'on veut. Donc je pourrais montrer une carte, utiliser un de mes succès, montrer une autre carte, utiliser mon succès et ainsi de suite. On va décider de l'ordre dans lequel on va utiliser nos succès qui sont en quelque sorte des jokers pour progresser sur la piste de la quête. Donc ici, je pourrais décider d'utiliser, Sylvanas pourrait décider de me montrer une carte de déplacement, ce qui me permettrait d'avancer de 1 ici sur la quête. Ensuite, je pourrais décider d'utiliser mes 2 succès sur mes dés, donc je vais faire les 2 autres cases. Et comme Muradin a le pouvoir de montrer 2 cartes, il pourrait montrer ces 2 cartes de combat pour pouvoir avancer sur les 2 prochains symboles, ce qui nous a quand même fait progresser la quête de 5 emplacements. Lorsque le joueur a terminé son action de partir en quête, il va regarder les effets spéciaux de la quête, celle-ci n'en possède pas, et il va ensuite recevoir l'attaque de la quête. Donc ici, cette quête fait 3 points de dégâts après avoir fait l'action partir en quête. Et comme on est dans le secteur où il y a le Lich King, on va rajouter 1 point de dégâts supplémentaire, ce qui fait un total de 4 points de dégâts que Muradin va recevoir. Comme il a lancé un bouclier sur son jet de quête, ça va enlever 1 point de dégâts, ce qui fait un total maintenant de 3. Il va donc passer de 7 points de vie à 4. On va donc bouger le curseur sur sa piste de points de vie. Lorsque les joueurs réussiront à faire progresser le marqueur de quête jusqu'au bout de la piste de celle-ci, la quête sera terminée. On va retirer le marqueur de progression, on va retirer la carte quête de la partie, on va aussi retirer le marqueur de quête associé à celle-ci. Et le joueur qui a fait l'action partir en quête pour la terminer va gagner la carte récompense qu'il va placer immédiatement dans sa main, qui sont des cartes à usage unique très puissantes. En finissant une quête, on va quand même subir les effets de celle-ci. Donc celle-ci me faisait 4 points de dégâts, 3 pour la quête, 4 avec le Lich King dans la région rouge. Je n'ai pas de carte de défense malheureusement, donc ce qui fait que mon héros arriverait à 0 points de vie. Lorsqu'un héros arrive à 0 point de vie, premièrement, on va défausser toutes les cartes héros qui se trouvaient dans sa main. Ensuite, on va faire descendre le marqueur de désespoir de 2 cases vers le bas de la piste. Et ce héros va retourner à son emplacement de départ. Donc ici, c'était Fort du Givre pour Muradin. Et il va replacer ses points de vie au maximum. Donc il va pouvoir continuer à jouer à son prochain tour de jeu. Par contre, lorsqu'on arrive à 0 point de vie, on va perdre le reste des actions qui nous restaient dans notre tour de jeu. Donc si j'arrive à 0 point de vie après ma deuxième action, les 2 autres seront tout simplement perdus.
Pour éviter que les héros arrivent à 0 point de vie, c'est là qu'on peut faire la quatrième sorte d'action qui est l'action se reposer. C'est une action qu'on ne peut pas faire sur les cases où il y a les marqueurs de quête, donc on doit être sur une autre case du plateau. Et pour faire une action se reposer, on va simplement lancer les 2 dés et chaque succès, donc chaque point, va nous guérir d'un point de vie. Donc ici, c'est une action de guérison qui me donnerait seulement un point de vie, donc je monterai à 4 sur ma piste de points de vie. On peut aussi prendre des cartes soins qui sont des actions gratuites pour pouvoir faire une action de soin à un héros qui se trouve dans notre case, donc soit nous-mêmes ou un autre héros qui est dans notre case. Et cette action de soin sera à +1, donc c'est comme si on avait un succès supplémentaire. Donc ici, je pourrais lancer les dés en jouant ma carte de soin. Ici, j'ai 3 succès plus le 1 de ma carte. Ça me permettrait de me soigner de 4. Donc à ce moment-là, je retournerai à mon maximum de points de vie. De plus, l'action de soin provenant d'une carte soin, elle, peut être faite sur les emplacements où on a des marqueurs de quête tels qu'indiqués sur la carte. C'est une action gratuite aussi, puisqu'il est indiqué sur cette carte. Plus tard dans la partie, il y aura des pions de bastion qui seront placés sur le plateau principal par les héros lorsqu'ils vont piocher les cartes bastion. Pour une action, un joueur peut utiliser l'action du trajet aérien, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer sur n'importe quelle case qui contient un pion de bastion avec seulement une action. De plus, si on fait une action se reposer sur la même case qu'un pion bastion, on va se soigner un point de vie supplémentaire. Donc, comme exemple de tour de jeu, Sylvanas pourrait utiliser ses 4 actions. Première action, je pourrais décider de combattre les 2 ghouls qui sont dans ma case. Ici, j'ai 3 succès, je vais réussir à tuer les 2. Je n'ai pas de contre-attaque. Le Lich King n'est pas dans cette région-là, donc ça ne me fait aucun point de dégâts. Pour ma deuxième action, je vais me déplacer sur la case qui est juste à côté. Pour ma troisième action, je vais utiliser mon action spéciale de mon personnage qui est d'utiliser ma flèche, donc faire une attaque à distance, donc je fais une action de combat à 1 de distance et je ne reçois pas de contre-attaque. Je vais donc lancer les 2 dés, j'ai 2 succès, je vais tuer les 2 ghouls avec ma troisième action, et comme quatrième action, je pourrais me déplacer sur cette case. Lorsque le joueur actif a terminé ses 4 actions, on passe à la deuxième phase qui est tout simplement de piocher 2 cartes du deck héros que le héros va ajouter à sa main carte. Les joueurs ont un maximum de 7 cartes qu'ils peuvent avoir en main en tout temps. Si jamais on excède les 7 cartes, à ce moment-là, on devra en défausser pour se descendre à 7. Les cartes de récompense des quêtes vont aussi compter dans notre limite de 7 cartes. Si jamais les héros doivent piocher des cartes et que la pioche de cartes héros est épuisée, chaque carte qu'on ne peut pas piocher va faire descendre le marqueur de désespoir de 1 sur sa piste. Lorsqu'on pioche des cartes héros, il y a 2 types de cartes spéciales qu'on devra exécuter immédiatement si on les pioche. La première, ce sont les cartes bastion. Donc si je pioche une carte bastion, on va simplement lire la carte et exécuter ce qui est écrit dessus. Ça va nous dire de prendre un pion bastion dans la réserve et de le placer sur n'importe quelle case du plateau qui ne contient pas déjà un pion bastion et qui ne contient pas non plus de marqueur de quête. Donc je pourrais le placer juste à côté du marqueur de la quête mauve et aussi il n'est pas trop loin de la citadelle, ce qui pourrait être utile en fin de partie. Et ensuite, cette carte sera remise dans la boîte de jeu, mais le joueur ne piochera pas une autre carte en remplacement. Et le deuxième type de cartes spéciales qu'on peut piocher sont les cartes de propagation du fléau. Lorsqu'on va en piocher une, on va exécuter les étapes qui sont écrites sur celle-ci. Premièrement, on va avancer le marqueur de fléau vers la droite d'une case sur sa piste. Ensuite, on va aller chercher la carte du dessous de la pioche fléau. On va la révéler. Donc ici, c'est la ville de Chute Tonnerre. Et sur cette ville, on va placer des figurines de ghouls jusqu'à temps qu'il y en ait 3 sur cette case. Donc il n'y en avait aucune, donc on va en ajouter 3. On va aussi ajouter une figurine d'abomination sur cette case. Et on va déplacer le Lich King dans la région de cette couleur. Donc c'est une ville dans la région jaune. Donc le Lich King va s'en aller sur la case de la région jaune. Et c'est là qu'il va ajouter son +1 de dégâts aux contre-attaques et aux quêtes pour les prochains tours de jeu. Et ensuite, on va prendre la défausse de carte fléau, on va la mélanger et on va la replacer sur le dessus de la pioche fléau. Et la carte propagation du fléau sera ensuite remise dans la boîte de jeu. Lorsque le joueur actif a terminé de piocher ses 2 cartes héros et qu'on a fini de résoudre les effets des cartes bastion et propagation du fléau, on passe à la troisième phase qui est générer des ghouls.
Dans cette phase, on va piocher des cartes du deck Fléau et on va ajouter une goule sur chaque ville dont on vient piocher la carte. Et on va piocher un nombre de cartes égal au numéro qui est inscrit juste en dessous du marqueur de Fléau sur sa piste. Donc ici, on est encore à 2 cartes seulement. Donc on va piocher la première carte. Donc ici, c'est la carte de l'Avalanche. Donc on va ajouter une goule à l'Avalanche, mais on voit que c'est une ville où il y a déjà 3 goules. Donc on ne peut jamais avoir plus de 3 goules à un endroit. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on doit ajouter une 4e goule? À la place, on va aller ajouter une abomination et on va faire descendre le marqueur de désespoir d'une case sur sa piste. Et pour notre deuxième carte, on a la ville de Chute-Tonnerre qui, elle aussi, est déjà à 3 goules. Donc, on doit en ajouter une 4e. Normalement, je devrais ajouter une abomination, mais il n'y en a plus dans la réserve. Donc, lorsqu'on doit ajouter une pièce sur le plateau et que la réserve est vide, on va descendre de 1 sur la piste de désespoir. Donc, je ne peux pas placer mon abomination. Et on va descendre de 1 parce que quand on ajoute une 4e goule, ça descend toujours de 1. Donc, ça a fait descendre mon marqueur de désespoir de 2 cases avec cette carte. Et c'est le même principe avec les ghouls. Si jamais la réserve de ghouls est épuisée et qu'on doit en ajouter sur le plateau, chaque ghoul qu'on ne peut pas ajouter va faire descendre le marqueur de désespoir de 1 sur sa piste. Et lorsqu'on a fini de piocher les cartes fléau, on va passer à la 4e phase qui est l'activation des abominations. Chaque figurine d'abomination qui n'est pas sur une case avec un héros va se déplacer d'une case vers le héros le plus près pour tenter de l'attaquer. Donc celle-ci va se déplacer juste à côté pour aller vers Muradin. Celle-ci va se déplacer pour aller aussi vers Muradin. Et celle-ci va réussir à se déplacer sur la case de Muradin. Et si elle finit son déplacement sur la même case qu'un héros, elle va lui infliger 1 point de dégâts. C'est à noter qu'on n'ajoute pas le +1 dégâts du roi Lich, donc pour les abominations lorsqu'elles s'activent. C'est seulement pour les actions de combat et de partir en quête. Donc, Muradin va perdre 1 point de vie et va tomber à 7. Si jamais on a 2 abominations qui s'étaient rendues au héros, à ce moment-là, il va recevoir 2 points de dégâts. Ça compte comme une seule attaque, donc il pourrait jouer une carte de défense pour se défendre des 2 points de dégâts. Et si jamais plusieurs héros sont sur la même case, les abominations vont attaquer un seul héros, et c'est le joueur actif qui va décider quel héros va encaisser les dégâts. La partie va se continuer, on va enchaîner les tours de jeu et les joueurs vont tenter d'accomplir les 3 quêtes qui sont sur le plateau. Lorsqu'ils vont accomplir la 3e quête, donc ici on va gagner une belle récompense, les joueurs vont déverrouiller la quête finale, donc on va retourner face visible la quête de la citadelle de la couronne de glace et on va aller placer un marqueur de progression sur la première case de celle-ci. On va retirer la citadelle, on va retourner les murs de l'autre côté et on va aller placer la figurine du Lich King sur la case de la citadelle de la couronne de glace. À partir de ce moment, les joueurs peuvent entrer sur la case de la citadelle pour pouvoir faire avancer la quête finale qui fonctionne comme les autres quêtes dans le jeu. Elle fait 2 points de dégâts et on va avoir un 3e point de dégâts puisqu'on a l'influence du Lich King qui est maintenant, au lieu d'être dans une des 3 régions du plateau, sera uniquement sur la citadelle, la couronne de glace. Si jamais les joueurs réussissent collectivement à avancer cette quête jusqu'au bout, ils vont immédiatement remporter la partie. Et si jamais pendant la partie, le marqueur de désespoir arrive au bout de sa piste, à ce moment-là, les joueurs vont perdre la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à World of Warcraft Wrath of the Lich King. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de World of Warcraft Wrath of the Lich King? Premièrement, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un ancien joueur de World of Warcraft. J'ai joué à sa sortie en 2004, ça fait quand même longtemps. J'ai joué de 2004 à 2007 environ et j'ai beaucoup trop joué pendant mes années d'université à World of Warcraft, ce qui fait que j'ai pas eu les meilleures notes à l'université à cause de ça. Bref, c'est un ancien chapitre de ma vie, mais c'est toujours un univers que j'ai adoré, l'univers de World of Warcraft. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu de société? Évidemment, je suis déjà un grand fan de Pandémie, donc toutes les versions qu'ils font dans les dernières années, je trouve qu'ils réussissent tout le temps à innover un petit peu, nous mettre ça à une nouvelle sauce, puis de faire des petites twists dans les mécaniques qui sont intéressantes et variées. Fait que j'ai toujours hâte de découvrir les nouvelles versions. Puis moi, j'étais vraiment emballé à l'idée d'aller dans un univers comme World of Warcraft, puis d'essayer de mettre ça comme le combat épique contre le Lich King, qui est évidemment un ennemi très iconique dans cet univers-là.
Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il y a de positif dans le jeu-là? Ben, la production est assez sensationnelle pour un jeu de pandémie. Oui, il est un peu plus dispendieux que les autres pandémies, mais c'est un jeu dans lequel on a des figurines qui sont fantastiques. Donc, au lieu d'avoir des cubes de bois pour les maladies, ben là, c'est vraiment des figurines, les petites goules, on a les grosses abominations. On a évidemment la figurine du Lich King lui-même qui est vraiment hot. Les héros aussi, donc on a pris les héros iconiques de cet univers-là, autant pour l'Alliance que pour la Horde. Donc, on peut incarner Thrall, on peut incarner Jaina, qui sont vraiment, encore une fois, des icônes dans cet univers-là. Fait que les figurines sont vraiment belles, vraiment une belle production dans son ensemble. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Je pense que les fans de World of Warcraft vont être contents de voir un jeu dans lequel on a pris le temps de faire le détail pour les figurines. Sinon, pour le gameplay, je pense que c'est quasiment une version un peu simplifiée de Pandémie, dans le sens que la majorité des actions, ben c'est pas compliqué, à part l'action de déplacement et de trajet aérien, les trois autres actions, c'est tu lances les dés, puis tu regardes combien tu as de succès, tu peux te soigner en lançant les dés, tu peux partir en quête en lançant les dés, puis tu peux combattre en lançant les dés. Fait que bref, c'est assez simple à comprendre comme principe, puis les dés sont assez simples, il y a deux symboles, soit les boucliers, soit les petits points pour les succès, donc c'est un système assez facile à assimiler. Je dirais que c'est même plus simple que peut-être un Pandémie de base, il y a moins de subtilité. Puis il n'y a pas la gestion aussi de ramasser les cartes de différentes couleurs, puis de se rencontrer à telle ville et tout ça. Donc c'est vraiment très différent dans son approche, même si ça reste un jeu très Pandémie, parce qu'on a le système avec les cartes propagation, tout ça, qui est avec les villes, puis qui est un peu le même. Mais pour le côté gestion de cartes, pour le côté jouer les héros, ça on le sent que c'est différent. On sent que les cartes, cette fois-ci, je trouve ça intéressant parce que les cartes, on a plus tendance à les utiliser dans celui-là, que ce soit les cartes combat, les cartes de soins, de déplacement, les cartes aussi de défense qui sont très utiles. Donc tu vas jouer tes cartes beaucoup plus que dans un Pandémie normal où tu essaies plus de les collectionner pour faire les ensembles de couleurs pour les remèdes. Fait que là, je trouve que ça fait un peu plus jeu d'action, on sent qu'on est un peu plus héroïque. Puis j'ai aimé comment ils ont représenté les personnages, le fait que chaque personnage a un pouvoir qui est relié à une action. Fait que je peux prendre une de mes 4 actions pour faire le pouvoir de mon personnage, qui est souvent très thématique, très fort aussi. Thrall, par exemple, c'est genre Chain Lightning, fait qu'il peut lancer un éclair qui touche 3 cases, puis il va lancer un dé sur chaque case pour tuer des ghouls. Fait que c'est vraiment hot comme habileté. Muradin qui peut tuer une unité adjacente une fois par tour. Sylvanas qui peut faire son attaque avec son arc. Il y en a un qui peut amener les ennemis à lui, puis après ça, il peut les attaquer. Fait que bref, ils sont vraiment le fun, les habiletés. En plus de son habileté qui coûte une action, chaque héros a une habileté passive. Fait que ça, c'est encore plus cool. Fait que chaque héros a 2 habiletés. Fait qu'on sent que c'est différent quand on en incarne un ou un autre. Fait qu'ils ont évidemment des belles saveurs thématiques, encore une fois, pour les héros dans le jeu. J'ai trouvé aussi que c'est un Pandémie qui encourage la coopération, dans le sens que si on est plusieurs héros sur la même case, ben, je peux jouer des cartes d'attaque quand toi tu vas attaquer. Je pourrais jouer une carte de défense pour t'aider, pour te bloquer des dégâts. Quand on va aller faire une quête ensemble, ben, on va pouvoir chacun montrer une carte puis avancer sur l'action de la quête. Fait que bref, tu as intérêt à justement être plusieurs à la même place parce qu'il y a beaucoup d'avantages. On peut utiliser les cartes pour s'entraider, puis on peut s'aider avec les symboles pour les quêtes. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Mais il ne faut pas oublier de gérer le reste, parce que si on se concentre trop sur les quêtes, ben là, on peut avoir plein d'abominations qui apparaissent rapidement, puis il y en a seulement trop dans la réserve. Fait que s'ils sont tous sur le plateau, puis après ça, s'il faut en ajouter d'autres, ben là, on va descendre le marqueur de désespoir. J'ai aussi aimé ça que, généralement, dans un Pandémie normal, on a comme 4 façons de perdre à peu près, mais dans lui, on a tout ramené ça à la piste de désespoir. Quand tu peux pas mettre un ennemi, quand un héros meurt, quand tu peux pas piger une carte, quand il y a une explosion sur une ville, au lieu d'ajouter des ghouls partout, ben, ça fait juste descendre le marqueur de désespoir. Fait que tout est relié à ça. Fait qu'il y a une seule condition de défaite et elle est simple à retenir, c'est la piste de désespoir qui peut nous faire perdre. Fait que c'est quand même brillant d'avoir tout ramené ça à une seule condition au lieu d'en avoir 4 différentes. Pour les côtés négatifs, évidemment, il faut être très conscient que c'est un jeu de dés. Donc, on va lancer des dés tout le temps sur la majorité de nos actions pour pouvoir les effectuer. Les dés ont quand même pas une si grosse différence. Là. Ça peut passer de 0 succès. Il y a une phase qui n'a aucun succès à 1 ou 2 succès. Donc, il n'y a pas une phase qui a 0 puis une phase qui a 6 succès. Fait qu'il n'y a pas un si gros hasard que ça dans les dés, mais c'est présent.
Et Pandémie, c'est déjà un jeu qui a beaucoup de chance dans la façon que les cartes vont sortir. C'est souvent ça qui va faire qu'une partie va être facile ou qu'une partie va être difficile. C'est évidemment si les mêmes villes ressortent tout le temps, ben là, il y a beaucoup de ghouls à la même place, c'est très difficile. Toutes les abominations sont sur le plateau, le désespoir va descendre vite. Fait que c'est ça qui va faire que la partie va être dure ou pas. Ça, si on trouve des villes qui ont vraiment de la place pour mettre des ghouls, ça devient facile. Fait qu'il y a un gros hasard dans le deck de cartes. Ça a toujours été le cas dans tous les pandémies, ça on en est conscient. Mais là, on vient ajouter une deuxième couche de hasard avec les dés. Fait qu'il faut être conscient de ça. Si on n'aime pas les lancers de dés, si on n'aime pas trop le hasard, ben je pense qu'on va peut-être un peu moins aimer cette version-là du jeu. De plus, comme j'ai dit tantôt, c'est une version qui est le fun dans le sens qu'elle va encourager la coopération. Mais si on joue à 2 joueurs, c'est moins propice d'être chacun sur la même case pour s'entraider à ce moment-là, parce qu'on va avoir des choses à gérer un peu partout sur le plateau. Donc c'est un jeu, je pense, qui est meilleur à 4 ou 5 personnages, justement pour ça. On a plus de chances d'être avec un autre personnage pour s'entraider, fait que ça c'est intéressant. Fait que quand je joue à 2, on y joue à 2 personnages chacun, fait que c'est comme si on jouait à 4 joueurs. Je trouve que c'est plus intéressant avec le système, de la façon qu'il marche, d'être plus de joueurs que pas assez pour pas profiter de ces choses-là. D'ailleurs, ils ont designé un mode solo dans lequel tu contrôles 3 personnages, mais que tu as une seule main de carte. Je suis pas tant convaincu de ce mode solo-là. Je suis pas tant convaincu que ça avait sa place de rajouter des règles supplémentaires pour essayer de l'adapter en solo. Alors qu'en solo, tu as juste à contrôler 2-3 personnages toi-même, puis je pense que ça fait la job. Puis tu n'as pas à te rajouter des nouvelles règles puis des twists différentes. Donc bref, je pense que c'était pas si nécessaire que ça dans un jeu comme ça, d'essayer de faire une twist solo avec une seule main pour 3 personnages. Donc je trouve ça un peu weird, je trouve ça peut-être un peu plus facile que de contrôler 3 personnages au complet à part entière tout seul. Donc je pense que je la laisserais de côté cette variante-là solo, puis je contrôlerais tout simplement 3 personnages, ou 4 même si j'y jouais en solo. Comme à peu près tous les autres pandémies, il n'y a aucune information cachée dans le jeu-là. Donc, main de cartes sont ouvertes. On voit ce que les autres ont comme cartes, comme symboles et tout ça. Donc, évidemment, c'est un jeu qui est propice au alpha player. Donc, l'espèce de joueur qui essaie de dire à tout le monde quoi faire parce qu'il pense qu'il est meilleur puis qu'il sait c'est quoi les moves qui sont optimisés. Fait qu'il faut faire attention avec ça. Si on est conscient qu'on a un peu plus d'expérience que les autres, il faut les laisser aller, laisser faire leur choix puis leur décision, même si ce n'est pas, selon nous, ce qui est le plus optimal présentement dans la partie. Oui, on peut conseiller les autres de temps en temps quand justement ils nous demandent de l'aide, nous demandent notre avis, mais il faut les laisser respirer un peu. Donc ça, je pense que c'est tous les joueurs qui ont travaillé là-dessus dans tous les jeux coopératifs. C'est souvent un petit irritant qui peut revenir de temps en temps. Donc faites attention à ça. Si vous jouez avec des joueurs moins expérimentés, laissez-les aller, même si c'est pas les moves les meilleurs qu'il veut faire, c'est les idées qu'il a eues, puis c'est ce qu'il veut faire. Laissez-le aller un peu. Somme toute, j'ai apprécié l'expérience de World of Warcraft, Wrath of the Lich King. Je l'ai bien aimé. J'ai trouvé sympathique. J'ai trouvé simple à prendre en main. Le fait de lancer les dés, évidemment, j'aime ce genre de petit jeu-là de dés très intéressant. Ça fait beaucoup avec le thème qui est un peu plus Ameritrash, un peu plus imbriqué dans le jeu. Donc, on se sent un peu plus investi dans l'univers. Et évidemment, c'est un jeu qu'ils ont designé, on ne se le cachera pas, pour attirer les joueurs de jeux vidéo à la base. Donc, on sait que c'est un jeu vidéo très populaire, qui a presque 20 ans, puis qu'il y a encore beaucoup de monde qui joue à ça. Donc, ça peut amener des gens vers l'univers du jeu de société. Puis, je pense que le fait d'avoir mis des dés, d'avoir un peu simplifié le système, ben ça va être plus facile pour ces gens-là d'apprécier l'expérience, puis d'embarquer dans le jeu-là. Et peut-être après ça que ça va leur donner le goût de découvrir d'autres jeux dans l'univers des jeux de société. Fait que ça peut être une belle porte d'entrée pour ça, pour les gens qui viennent du jeu vidéo. Somme toute, je vais lui donner une note de B+, donc très bon jeu dans l'univers Pandémie, avec une belle thématique qui reflète bien l'univers de World of Warcraft. On sent qu'on est dans un jeu d'action, qu'on va jouer des cartes justement qui nous donnent des actions gratuites, qui nous permettent de faire des gros tours de jeu. On va s'entraider entre nous avec nos cartes de combat, avec nos cartes pour aller faire les quêtes. Donc une belle coopération à l'intérieur du jeu dans un système qui est quand même simplifié, qui fait très Pandémie avec le côté de la propagation, mais qui fait quelque chose de différent dans le sens que c'est plus de ramasser des collections de cartes, le but, mais c'est vraiment de faire les quêtes et d'aller vaincre le maudit Lich King. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous lancer le concours du lundi pour le mois de mars 2022, dans lequel vous pourrez remporter une copie de World of Warcraft Wrath of the Lich King, qui est offert par notre nouveau partenaire Asmodée Canada. Avant de vous dire comment participer, on va annoncer le gagnant du mois précédent. C'était le jeu Living Forest, le gagnant de l'As d'or des jeux initiés qui était à donner. Et notre gagnante, il s'agit de Joanie Richard. Donc, félicitations Joanie, tu remportes Living Forest.
tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées, qu'on puisse t'envoyer ton jeu. Donc, pour le mois de mars 2022, c'est très simple. À chaque vidéo du lundi, vous allez avoir une question du jour et vous devrez répondre à cette question en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer une participation au concours. Et au début du mois prochain, on va annoncer le gagnant. Si vous nous supportez aussi sur Patreon pour au moins 5 $, vous aurez une participation automatique à chaque lundi qui va s'enregistrer. La question du jour est la suivante. Quelle est la prochaine version de Pandémie que vous aimeriez voir? Donc, dans quel univers ou quelle thématique vous aimeriez voir le système de Pandémie attaqué prochainement? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez le contenu qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer. Pour la Horde!